Bonjour à tous les auditeurs et aux auditrices de la semaine anticoloniale et antiraciste 2021. Et je vais donner la parole à Aurélie qui va nous présenter le programme de ce soir. Bonsoir Aurélie. Alors bonjour à tout le monde, merci à toutes et à tous pour votre présence et pour votre patience. Bienvenue à l'occasion de ce webinaire qui s'intitule Pour la vie, les apatistes visiteront les 5 continents. On est parti pour un voyage décolonial vers l'Europe pour renverser l'histoire grâce aux apatistes qui vont bientôt voyager vers l'Europe, et ça je laisserai mes camarades en parler bien mieux que moi. Ce webinaire est co-organisé à la fois par le Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, donc le CSPCL, le CSIA Nitassinan, donc le Comité de solidarité avec les Indiens des Amériques, et le secrétariat international de la CNT. C'est dans le cadre bien sûr de la semaine anticoloniale et antiraciste que cet événement s'inscrit. Et aujourd'hui, nous sommes le dernier jour de la semaine. Et donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà au préalable assisté au webinaire de BDS et poursuivront peut-être ce soir avec un webinaire sur le peuple sahraoui. Donc nous aujourd'hui, on va partir à la rencontre des femmes zapatistes du Chiapas en lutte, et on est particulièrement heureux et fiers en tant que CSIA de co-organiser cet événement, dans la mesure où ça s'inscrit aussi dans la continuité d'autres événements qu'on a pu organiser dans le cadre de la semaine anticoloniale et antiraciste, puisqu'il y a quelques jours, certains d'entre vous ont peut-être pu assister à la projection du documentaire The Condor and the Eagle, qui retrace la lutte de femmes autochtones des Amériques, donc à la fois des États-Unis, du Canada, de l'Équateur, etc., qui se battent actuellement contre la construction d'oléoducs sur leurs terres et territoires. Donc on a été particulièrement honorés d'accueillir à cette occasion Tara Ouska et Canaïus Manuel, donc 2 activistes autochtones qui se battent actuellement contre la construction d'une part de l'oléoduc Trans Mountain par Kinder Morgan, en Colombie-Britannique, et l'oléoduc Line Free, donc dans la région des Grands Lacs aux États-Unis. Donc on part une nouvelle fois en lutte avec des femmes autochtones qui se battent jour après jour pour conserver leur culture, leur tradition, leur savoir-être, leur savoir-vivre, leur façon d'appréhender le monde et de construire un monde différent contre l'hydre capitaliste qui sévit sur tous les continents, et tout particulièrement sur leurs terres qui ont été colonisées. Donc au programme cet après-midi, ce qui va suivre après cette introduction, vous allez avoir la chance de découvrir un court documentaire qui s'appelle La vida de la mujer en resistencia, qui a été réalisé par Promedios, qui est une organisation originaire de Oaxaca, qui s'est attelée à former les zapatistes à faire des films par eux-mêmes au Chiapas, et donc ils puissent se représenter et s'auto-représenter par eux-mêmes. Donc je vais vous présenter brièvement le film, qui dure une petite vingtaine de minutes. Et avant de faire ça, je vais aussi revenir un peu sur le déroulé de la journée. Donc après le film, vous aurez une présentation par Anne-Marie du CSPCL du mouvement zapatiste, notamment par rapport à son historique. Ensuite, Sylvain du CSPCL, du CSIA, de la CNT, reviendra sur les 25 ans de solidarité avec les communautés du Chiapas en résistance. Ensuite, notre camarade Élise du CSPCL nous fera la lecture du communiqué du CNI. Puis Edwin également du CSPCL reviendra sur le CNI et la figure emblématique de Samir Flores, qui a été assassiné il y a 2 ans maintenant. Et on reviendra ensuite sur la préparation du voyage des zapatistes, grâce aux images et en vidéo.
Et enfin, donc Élise nous fera la lecture d'un communiqué qui a été partagé le 1er janvier 2021. Et Virginie et Edwin nous donneront beaucoup de détails, plus de précisions sur le voyage que les zapatistes se préparent à faire. Il y aura à la fin un temps pour échanger avec vous, si jamais il y a des questions, donc n'hésitez pas à les inscrire dans le chat qui est sur la droite, une fois que vous avez cliqué sur le petit onglet « Converser ». Et donc voilà, donc je vous présente brièvement le film et Sylvain va le lancer tout de suite après. Donc le 8 mars 1993, donc l'armée zapatiste de libération nationale, le ZLN, a déclaré la loi révolutionnaire des femmes. Et depuis, donc, la situation de ces femmes et leurs conditions de vie sont une préoccupation permanente dans les communautés zapatistes. Et ces femmes, on peut se poser la question de savoir si ces femmes zapatistes traversent-elles, elles aussi, un processus d'égalité et de libération. Et plus spécifiquement, ce qui nous intéressera, c'est de savoir si, en effet, elles traversent un tel processus, comment le font-elles. Donc, la vie de la femme en résistance, donc la vida de la mujer en resistencia, répond à ces questionnements à travers la voix des femmes zapatistes elles-mêmes. Donc, le film est en langue maya, sous-titré en français. Donc, bonne projection à tous et encore merci à toutes et tous d'être présents cet après-midi. Compañero Winget que mai vino y escogió contados que Joti coña chacho tico a las 3 de la mañana. Bueno, te chacho tico contados joti con. Ya chacho pasti con hotel, pisillas, ya chacho tico a las 13, ya chacho te pasti con nati coña, mes yut nati con pisil. Bueno, te había pa capiticón, la pa capiticón ya yut capis tu que tu compañero. Ya es batallate. Bueno, pero te joti con él, y así lo te contas pases, ya hotel, hueva ticón, mat ticón. Y te me vamos ya te le pues te me hay veces más que sí ticón pues ya past con él para yo no se sueji ticón y es foti con taate. Después leta sí ticón hay que este derecho para yo no se cuchen pues con más casi con de tantos sufrimientos que con que como te jod con el uba chingitico tan ma tanto ate y más agresión jod con ya leti con viva y albina canto y al te me mai cuema capel mai ka bine capaz tiene que capaz che o ate ta hunga jod con ya chacho tiene las 3:24 pero hay veces guay tiene las 11 y las 10 de la noche hago pezente guay chaco la vi chacho ta vi chavata tenemos vuelta. Mai bine horas tu que tienes vos, espacio taguate un compañero.
Sabemos, compañeros, que todas las mujeres que tienen los derechos de participación. Por eso respetamos de todas las mujeres que hacen lo que saben, que está pidiendo la paz. Sabemos, compañeros, que todas las mujeres que tienen los derechos de vivir en libertad. Aunque domingo, aunque sábado, pero te jone más cuscota. Te mama la y escucho tan hook acá, te sábado, domingo, te me lo escucho, te mal escucho, te sábado, hasta domingo. Pero te jone más bien horas cuscota. Hasta 93 mai vanti venetico, porque vi un talent que winni te habam yo tan da yale te maligo que vi pase. Porque anos lo atta ve que la charbil te maligo que como hinish ay. Ya lo mata ik vi na ti con pues. Skana yalot bini yalta yalta. Smart, como mancha. Banchan tas ya la basta chapa no primeiro esta carta antes, estou muito bonito. Mata ik le que chapa no 93. Cosechas ante mai quanti le pues difícil viene charlota tende bueno que ya lo ati mai vanti lo ati un espacio organizado mai vanti bene ticon. Harbil te mai derecho antes scopo eu incapaz mai vite shu capaz porque hanala charlota te male que incapaz. Pisi vinga ir pase da puro como quer ir pase porque vi un mato na ticon ai bem nes campas ali. Mas na ticon mai derecho te. Da 93 hit calo ta wa hamala cal porque eu hit pase lá mai hit ta cuenta te calo antes te como por isso pues les pasca teu. Mato ay ya te buen cucinele porque te anse hana shbahte yo tas pases tu duelio el tas na mai te hun ans van te wen snash bit sha te his pues ay van sha te his bit ma te hun rico sha to sin al contrario hana stu te ves na hun ma meria na hun te hun anse vini te ves na bit ay cucinele mate his ai buen cucinele con tiki. Da 94 pues algo como que los pas camite ai shbit y shu shben tikuni shu pas con participar y algo como más chiqui y algo lekish ay porque ay leki chapa ne familia tigon te shben tigon pues algo como que le giki tai te stale ya el ma hichuki porque les naves cuento un día que ay tigon te pas te ay tal pues es copo ahorita yo pues ma como la guía selecta pasa te viene tía capaz de ahorita más algo como falta y este ansia que hay derecho y es opuesta pueblo tas para de participación es su es bien el tipo ni es te hay no más hecho en lo tiene la vez a halvo de manera que ahorita digo pues algo le que está pase val te viene te hay tiene un espacio. Buenos días. Buenos días. Manchua. Mayu, con de sí. Ah, mai kasi. Mayu sí, ti. Kati. Sí, ma chicken ikiku. Mayu kama pasta. Opa. Puro kebalik. Hacen. Esto es Radio Insurgente, voz oficial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano, en la frecuencia 97.9 en FM. Hermano oyente, no tienes derecho a controlar los movimientos de tu mujer o a limitarla. Si ella quiere participar, hablar en reuniones o ejercer algún cargo es su derecho.
ella merece tu apoyo. Como dice la Ley Revolucionaria de Mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en lugar de prohibirle las salidas, debes ayudarle, encargarte tú de los niños y de la cocina, mientras ella está afuera de la casa. Si todavía no sabes cómo hacerlo, pues igual lo vas a aprender poco a poco. Para construir un mundo justo donde quepamos todos, para ejercer un buen gobierno, necesitamos a las mujeres, necesitamos escuchar sus voces, necesitamos compartir las decisiones con ellas. Necesitamos mujeres con cargos y responsabilidades. Un mundo en el que solo los hombres deciden para todos no es un mundo justo. Las mujeres son más de la mitad de todos nosotros. Vilali 1994 ay bayar utsinel yuun te ansetike yuun ma yuk labin ay yuun ni te libreuk ayotik ni derechotik yuun yashu yash kopohotik tal bintik yayich chapelta lunatik te winiketik yayut inotik bayal te vit il ansotikon yuun lah ma yuk derechotikon tabin spasel ha yuun Jocolayal te lucha te las hambutik, pensatik, taspisiltik, ay contik, tapahal unas de derechotik, ich de vit il, winik, y te ans, unas de snael, taspasel, tayuti, comunal o tajuera, y un de comunal. Ha yuun, ya kalvetik, te ansetik, talantik, ya tosh utinotik, yuun te winike, yorailish de yash, kushish kotantik, ak amashka ishvatik ta utine. Ya kalvetik, taspisil te winiketik, ak a yak ish pastik, te vitik, bintik, yak anya pastik. Yashu yash kushish kotantik, yuun oyish yorail, tas ashel te 94 helun tut te buk te skuslehal yuun te ansetik zapatista etik yuun mashu ish bayal utsinen ha mas bayalish te ansetik te yashu yash atehish te cuentas coltayels smolol ansil te machatik matos na te ais derecho ak akushu kish yotan ak asleish te slekil kuslehal las nati konish inal pues mai de show yut not konish ta vile konish uti te ai ne repente to orite yoto pues poco yalte dios se hamte siti con las nati konish vitis campase.
après la projection de ce film, donc comme je vous l'avais dit précédemment, donc nous allons avoir la présentation par Anne-Marie du mouvement zapatiste. Donc Anne-Marie, si tu veux prendre la parole, c'est à toi. Bon, bonjour à tous et à toutes. En fait, vous venez de voir un très beau film qui montre bien en fait comment était la condition des femmes au Chiapas avant le soulèvement et tout ce qu'elles ont gagné depuis. Alors, en fait, il faut bien se dire qu'elles étaient sous le coup d'une double exploitation, l'exploitation des patrons, l'exploitation de leur mari, comme vous avez pu le voir et comme elles vous l'ont raconté dans ce film. Et il faut bien se dire aussi que si le mouvement zapatiste a démarré en 1994, c'est vraiment grâce à elles. C'est elles qui ont voté la guerre en disant on ne veut pas voir nos enfants mourir de dysenterie, on préfère mourir en se battant. Et donc, elles ont eu une énorme importance au niveau depuis le début du mouvement. Elles ont fait une loi, les lois, elles ont écrit, elles ont décidé, elles ont fait voter les lois révolutionnaires imposées à leurs maris, aux hommes, les lois révolutionnaires des femmes qui leur donnaient le droit d'assister à des réunions, d'avoir des charges, de décider du nombre de leurs enfants, etc. etc. Enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que on n'a peut-être pas le temps, mais enfin, je reviens donc sur 94. Janvier 94, c'est le soulèvement des zapatistes. Et ça se passe dans un contexte double, c'est-à-dire qu'il faut voir le contexte des communautés indigènes au Chiapas, d'un côté, où il y a une exploitation terrible, où en fait, malgré qu'il y ait eu la révolution mexicaine, les terres n'ont pas été du tout partagées comme l'avait demandé Zapata, elles sont restées aux mains des patrons, et donc, en fait, les indigènes, comme vous l'avez vu dans ce film, elles en parlent, et ils étaient toujours, ils travaillaient pour les patrons, ils n'avaient pas de terre, ils se faisaient exploiter, ils avaient une monnaie de singe, etc., etc. Donc depuis des années, il y avait un ressentiment énorme et c'était une des régions les plus pauvres du Mexique. Ça, c'est le contexte qui fait que progressivement, sur 10 ans, se monte cette rage, le fait que d'une façon légale, chaque fois qu'ils protestent, ils se font décimer, massacrer. Donc ça, c'est le contexte Chiapas. Et d'un autre côté, 94 aussi, c'est vraiment le début de la mondialisation, en fait, les premiers coups qui sont donnés. Et janvier 94, en particulier, c'est le traité de l'ALENA qui est un traité de commerce entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et donc, pour que ce traité de commerce soit efficace, c'est-à-dire pour que les gros entrepreneurs puissent acheter et se servir de la terre mexicaine comme si c'était chez eux, il fallait qu'on réforme une loi en fait, de la constitution mexicaine qui interdisait qui disait que la terre indigène, c'était une terre collective qui ne se vendait pas. Et en fait, en 94, pour que l'ALENA puisse être fait, on a changé cet article de loi pour la rendre vendable, en quelque sorte. Et ça a été le prétexte pour se lever en 94 à San Cristobal. Le 1er janvier, les zapatistes prennent plusieurs villes au Chiapas, 7 villes, il me semble, et voilà. Et ils déclarent, en fait, ils déclarent liberté, démocratie, justice, tout pour tous, rien pour nous, et ils demandent à ce que ça s'arrête. Alors, il y a 6 jours de combat qui sont des combats avec beaucoup de morts, surtout du côté des zapatistes, mais en même temps, il y a un soulèvement général de la société mexicaine, de la société à Mexico et ailleurs, dans tout le Mexique. En fait, il y a des protestations, d'immenses manifestations qui disent mais arrêtez de tuer les indigènes, que cette guerre intérieure s'arrête immédiatement. Et donc, au bout de 6 jours, le gouvernement est obligé de dire ok, cessez le feu et va discuter avec les zapatistes de comment ça va continuer. Alors, ils sont pris des accords de cesser le feu, ce qui ne veut pas dire du tout que le gouvernement ne va pas continuer à mener une guerre, sauf qu'il ne va pas le faire de la même manière. Il va le faire en déployant l'armée sur le Chiapas, des armées, en militarisant tout le Chiapas. Il va aussi le faire à travers les paramilitaires, à travers aussi des attaques ciblées
de l'armée zapatiste, mais aussi à travers tout le travail des paramilitaires qui essayent qui provoquent des conflits à l'intérieur des communautés indigènes, etc., etc. Donc 1994, il y a un cessez-le-feu, et ensuite, en 1995, il y a quelque chose qui se passe qui est très important, c'est qu'en fait, les zapatistes et le gouvernement s'asseyent à la même table à San Andrés pour décider des accords de San Andrés, c'est-à-dire de quels accords donner au peuple indigène du Mexique pour qu'ils aient une autonomie. C'est ça qui est sur la table en jeu. Ces accords de San Andrés, ça va durer 6 mois. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'en fait, les zapatistes, à cette occasion, ils vont appeler tous les indigènes du Mexique à venir les rejoindre et à discuter avec eux du contenu de ces tables et de la façon de prendre leur autonomie. C'est un petit peu là où avant, ça, je ne sais plus exactement qu'est fondé le CNI, le Congrès national indigène. Bon, ces accords, finalement, il y a une première partie qui arrive un petit peu sur un accord sur la culture indigène, mais en fait, très vite, les zapatistes s'aperçoivent qu'en fait, le gouvernement a un double discours, etc., et rompt les négociations. À partir de ce truc-là, la COPA, qui est un peu l'intermédiaire entre le gouvernement et les zapatistes, elle fait un projet de loi qui donnerait aux indigènes une certaine autonomie. Et voilà, elle fait un projet de loi qui doit être étudié par le Sénat, par le gouvernement, etc. Mais, comme par hasard, ça tombe dans un tiroir et ça disparaît. Et pendant toutes les années qui vont suivre, en fait, les zapatistes, ils vont réclamer que ces accords, qu'ils servent à quelque chose, quelque chose qui soit décidé au milieu des lois. Alors, ils vont attendre très longtemps. Alors, ils vont déjà, jusqu'en 97, ils se mobilisent pour ces accords. En 99, il y a une consultation nationale qui demande, où les zapatistes demandent comment vous voulez qu'on rentre dans le schéma politique, etc., etc. Enfin bon, bref, ils multiplient les actions vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de nous, et aussi vis-à-vis du Mexique pour essayer de se faire entendre. Mais toujours rien. Donc, ce qui se passe, ce qui est très important, c'est qu'en 2001, ils décident de descendre sur Mexico en convoi, et ça s'appelle la marche couleur de la terre. Et là, ils viennent devant le Sénat, en fait, pour exiger leurs droits, pour dire on s'est mis à des tables de discussion, et maintenant, et alors, qu'est-ce que vous en faites? C'est à cette occasion qu'ils marchent vers Mexico. C'est à cette occasion, par exemple, que la compagnie de Tamerantong a été les rencontrer et leur jouer leur pièce de théâtre qui s'appelle Zorro El Zapato. Peut-être que vous en avez entendu parler. Ça, c'était un petit clin d'œil pour eux. Bon, et puis ensuite, donc la marche de la couleur de la terre arrive jusqu'à Mexico. Ils parlent devant un zapatiste, une femme zapatiste, Ramona, et puis un monsieur du Congrès national indigène, Juan Chavez, parle devant le Congrès, et puis ils retournent dans leur communauté respective, et toujours rien ne se passe. Alors, en face, sauf qu'en 2002, en fait, le gouvernement refuse l'autonomie des zapatistes. Il y a un refus à 2 voix, et en plus, les 2 voix qui font que le refus a été validé, c'est 2 voix qui viennent du PRD, enfin PRD, c'est-à-dire le parti de gauche mexicain. Et donc, c'est vraiment insensé pour les zapatistes. Et à ce moment-là, ils décident de déclarer leur autonomie sans demander l'avis de personne. Et c'est en 2003, c'est la naissance de ce qu'on appelle les caracoles. Alors, qu'est-ce que c'est les caracoles? C'est des endroits, en fait, c'est le lieu de jonction entre nous, qui venons de l'extérieur, et les zapatistes à l'intérieur des communautés. Et c'est les portes de passage, c'est l'oreille, c'est l'écoute. Caracole, ça veut dire escargot, c'est une façon d'écouter aussi, une façon aussi d'envoyer des messages, parce que les escargots, anciennement, ça faisait porter la voix des gens pour appeler à des réunions, etc., etc. Bref, en fait, c'est les centres névralgiques des zapatistes, et c'est là où, en fait, ils décident de la gestion des communautés et comment ils vont réagir en fonction des problèmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un caracol, il y a une junta des buen gouvernos, c'est-à-dire, c'est un collectif qui gère les problèmes, qui reçoit les gens qui veulent poser des questions, qui viennent le voir, qui veulent proposer des choses.
Et cette junta, c'est une junta qui tourne. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que tout le monde, les femmes, les hommes, tout le monde doit être amené à gouverner. Parce que s'il n'y en a que certains qui gouvernent, forcément, ça se pollue, ça s'encrasse, ça devient des histoires de pouvoir. Alors que là, si tout le monde tourne, eh ben, ça fait qu'en fait, tout le monde participe réellement, mais prend aussi des charges à son nom. Et en fait, c'est une façon de responsabiliser tout le monde et de faire qu'il n'y ait pas de prise de pouvoir par certains. Et donc, depuis ce temps-là, les caracoles, c'est formé d'une vingtaine de personnes, hommes et femmes, moitié-moitié, qui environ, enfin, disons que c'est, enfin, je ne sais plus maintenant, mais disons que c'est tous les 3 semaines, ça change d'équipe. L'équipe d'avant explique à l'équipe d'après comment ça doit se passer, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont à gérer, qu'est-ce qu'ils ont laissé en plan, etc. etc. Et comme ça, toutes les 3 semaines, ça tourne. Et c'est formidable parce qu'en fait, en même temps, vous avez vu dans le premier film comment le rôle des femmes était petit, ténu, mais grâce aussi à ce travail dans les juntas, où elles sont à l'égalité, il y a autant de femmes que d'hommes, et ben, tout ça, ça leur a permis de rentrer dans la vie politique des zapatistes. Bon, alors, donc, les caracoles, c'est énorme. Et puis, et surtout, on s'est très vite aperçu au Mexique, enfin, surtout dans le Chiapas, les gens se sont aperçus que les juntas de buen gouverno étaient beaucoup plus efficaces que le gouvernement local pour régler les problèmes, parce qu'il y a toujours des problèmes de terre, hein, comme je vous l'ai dit, en 1994, ils se sont soulevés parce que la terre indienne devenait vendable, et ben, cette loi, elle continue à faire des ravages, et donc il y a tout le temps des problèmes de terre, parce qu'il y a des gens qui disent bah, « cette terre est à moi », et d'autres qui disent bah, « non, elle est à moi », etc., etc. Les zapatistes, eux, ont refusé, et ont dit « la terre est à ceux qui la travaillent ». Donc, ils ont invité ceux qui n'avaient pas de terre aussi à venir dans leur communauté. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a aussi des gens non zapatistes qui sont venus sur les terres zapatistes, qui ont pris de la terre pour la travailler, ce qui a fait que ça a été un terrain fabuleux pour le gouvernement pour créer, en fait, pour stimuler ce qu'on appelle les paramilitaires. C'est-à-dire, je vous disais que la guerre, elle est toujours présente au Chiapas, oui, d'une autre forme, et en particulier à travers les paramilitaires. Par exemple, dernièrement encore, dans un lieu assez proche de San Cristobal, il y a eu plusieurs attaques paramilitaires et qui ont fait des blessés, qui ont détruit certains endroits. Ça se passe à Moisés Candy, c'est très récent, ça s'est passé en début d'année, alors précisément que les zapatistes avaient annoncé leur venue en Europe. Et bon, bref, c'est une situation qui reste endémique de ces attaques paramilitaires. Alors, bon, j'avance un petit peu dans l'histoire. Alors, donc, il y a eu ces caracoles, cette mise en place des juntas de buen gouvernement, ce développement, grâce aux juntas de buen gouverno, de toute une série de choses, d'initiatives. En particulier, les femmes ont fait énormément de coopératives. Elles ont été vraiment très, très, très stimulantes à ce niveau. Coopératives de bordados, de petites broderies, coopératives de volailles, coopératives même de troupeaux de bœuf, etc., etc. Elles ont vraiment beaucoup dynamisé tout ça. Tout le monde s'y est mis. Et bon, les caracoles, ils se sont multipliés, ça je vous expliquerai après. Bon, toujours est-il que, on peut dire qu'à un moment donné, il y a eu une élection mexicaine qui pouvait, depuis 70 ans, c'était le Parti révolutionnaire institutionnel qui était au pouvoir. Là, il y avait des élections et à ce moment-là, les zapatistes ont lancé une campagne qui s'appelle l'autre campagne, qui était un petit peu un truc pour dire à tout le monde, bon, méfiez-vous des campagnes, des campagnes pour élire un président. Ce qu'il faut, c'est une campagne pour aller écouter tous les problèmes qu'ont tous les gens à travers le Mexique, etc., etc. Et surtout pas une campagne d'élection. Et donc, c'est ce qu'on a appelé l'autre campagne. Elle s'est passée en 2 temps. Il y a eu un premier moment où c'était dans les États du sud du Mexique, où là,
le délégué zéro, Marcos, a été rencontré plein de luttes qui étaient là, plein de gens qui le recevaient, tous ceux qui voulaient le recevoir. Ça s'est terminé au district fédéral, à Mexico, à Atenco, qui était un endroit qui résistait contre un aéroport. Et là, en fait, le gouvernement a attaqué les gens d'Atenco d'une façon terrible. Enfin bon, ça, on ne va pas se lancer là-dedans. Mais toujours est-il qu'à ce moment-là, ça a interrompu cette première partie de l'autre campagne pour des raisons de sécurité. Marcos est retourné au Chiapas et la première partie s'est arrêtée. Mais la seconde partie, elle a été l'année suivante. Marcos, c'est-à-dire le délégué zéro, est parti au nord du Mexique et là pour rencontrer, et y compris à la frontière mexicaine, pour rencontrer justement les problèmes des indigènes du Nord. Et c'est là où on a vraiment commencé à… en fait, c'était une prise de conscience énorme de tous les projets qui étaient en train de se mettre en place, les projets néolibéraux, les projets de globalisation et surtout tous les projets qui étaient en train d'attaquer les ressources primaires, enfin les ressources premières, quoi, qui commençaient à démolir la terre et donc qui rendaient aux indigènes la vie impossible. Et donc, il y a tout ce circuit que fait le délégué zéro. Ensuite, il revient. Évidemment, la répression continue, bon an, mal an, à travers les paramilitaires, etc. Et surtout, on arrive, disons qu'on arrive en 2012, pardon. En 2012, en décembre 2012, il y a une nouvelle campagne des zapatistes qui est lancée. Et en fait, c'est une campagne pour dire, eh ben, écoutez, vous êtes en train de penser à la fin du monde, parce qu'il y avait la fin du monde qui avait été près. Et ben nous, voilà, on arrive là et nous, on est là près. Alors en fait, ils débarquent dans San Cristobal, ils reprennent San Cristobal comme ils l'avaient pris en 94, mais en silence, comme ça, ils passent, ils tournent comme un caracol pour montrer justement le travail des caracols. Ils tournent en escargot dans tout San Cristobal et puis ils placardent sur les murs un texte qui dit « Entendez-vous, c'est le bruit de votre monde qui se désintègre, c'est le bruit d'une autre qui ressurgit. » Et en fait, ça, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, c'est la lancée de toute la lutte des zapatistes contre les projets de globalisation, d'attaque des ressources primaires, quoi. Et alors, bon, donc ils font ça. Et ensuite, un an après, ils proposent à tous les gens comme nous qui les ont soutenus pendant longtemps, et comme nous ailleurs, enfin c'est spécial, il existe quand même depuis 1994, et donc ils proposent ce qu'on a appelé l'escolita. L'escolita, c'était venez nous rencontrer et venez apprendre comment nous, on fonctionne dans nos communautés, dans nos caracoles, etc., etc. Donc il y a beaucoup de gens qui ont été dans cette escolita, et c'était assez formidable de se retrouver dans les communautés indigènes et surtout de se rendre compte à quel point tous ces compañeros et compañeras-là, c'était un immense sujet collectif. Comment tout était fait pour que en fait, ça soit la pensée de tous, la façon de faire de tous qui soit débattue, vécue, actualisée, etc. Et ça, c'était formidable. La liberté, c'est la liberté de tout le monde, c'est pas la liberté de chacun, c'est la liberté tous ensemble. Voilà. Bon, donc il y a cette escolita en 2013 et c'est formidable. Et il y a, je n'ai plus les chiffres en tête, mais ça doit être au moins 2000 gens, 2000 étrangers aux zapatistes qui viennent et qui participent à cette escolita. Chaque étranger a à côté de lui un espèce d'ange gardien, un votan, qui est là pour l'aider, pour veiller à ce qu'il ne soit pas en danger et pour répondre à toutes ces questions sur le mouvement zapatiste. Parce qu'en fait c'est chaque personne qui a été désignée comme votan, c'est parce qu'en fait, elle est là pour aussi incarner le mouvement zapatiste et toute cette histoire. C'est ça qui est formidable avec les zapatistes, c'est qu'en fait, le passé et l'avenir, ils se confondent. Ils disent, pour réfléchir à l'avenir, il faut déjà commencer par regarder dans le passé. C'est important. Donc, tout le travail de la mémoire de leur mort, de la mémoire de ce qui s'est passé avant, c'est très important. Et le votan, c'est ce qu'il a en lui, c'est ce qui nous renvoie à tous. Bon, donc voilà, ça c'est l'année 2013. Et qu'est-ce qui se passe en 2014? Assassinat
d'un compañeros qui s'appelle Galeano et qui était celui qui avait été désigné par les zapatistes justement pour être le grand timonier de cette petite école, de cette escuelita. Et donc, c'est un assassinat très ciblé, très politique, qui se passe au centre, dans un centre névralgique des zapatistes, qui est la Realidad. C'est vraiment l'endroit, le premier endroit où ils sont apparus. Donc, ça fait énormément de mal parce que c'est dans la mémoire, c'est un coup énorme. Il y a des communiqués, par exemple, de Marcos qui parle d'un arbre, qui raconte qu'il est sous un arbre. Et en fait, cet arbre dans cette communauté, il existait toujours, il a été coupé, brûlé. Enfin, bon, c'est un assassinat énormément politique. À la suite de quoi, Marcos dit, vous savez, moi, Marcos, je n'existe pas, je suis un prêtre, non. Mais Galeano, il existait. Alors, je vais descendre aux enfers à la place de Galeano et Galeano va revivre. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, Marcos a disparu en enfer et que maintenant, c'est Galeano qui lui succède. Voilà. Bon, donc ça, c'est 80. C'est donc, nous sommes en 2014. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tout le temps, les zapatistes, de toute façon, ils font des événements qui nous interpellent et dans lesquels ils nous invitent. Donc, en 2015, ils font toute une série de conférences qui s'appellent la pensée critique face à l'hydre capitaliste. Donc, on voit bien vraiment la ligne qui suit. Là, on est en plein dans la globalisation. Tout commence à foutre le camp dans les terres indiennes parce qu'il y a des projets partout qui émergent de vol de l'eau, de vol des terres, de vol du vent aussi. À certains endroits, c'est des éoliennes qu'on met en grande quantité, etc. etc. Bref, ils font cette réunion-là où tout le monde parle, tout le monde s'exprime, beaucoup de gens de l'extérieur. Et puis tout de suite, l'année d'après, l'année d'après, quelques années après, c'est les femmes qui, elles, prennent en charge toutes seules un événement. C'est une rencontre internationale des femmes en lutte qui se place dans un caracol, Morelia, et où là, voilà, les femmes zapatistes demandent aux femmes qui luttent dans le monde entier de les rejoindre et de discuter ensemble des problèmes de femmes. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un boulot énorme qui a été fait par les femmes et par l'ensemble du mouvement pour la place des femmes dans le mouvement. Et c'est ça qui fait que, vous avez vu ce film qui date des débuts du mouvement, où les femmes expliquent qu'elles n'avaient aucun droit, et là, c'est elles qui, toutes seules, vont organiser cet événement. Et c'est formidable. Moi, j'y étais pas, mais c'est quelque chose de formidable. Donc là, on est en 2018. En 2019, c'est aussi là où fin 2018, c'est l'élection du nouveau président. Et c'est aussi l'arrivée encore plus fort de tous les projets néolibéraux. Les projets néolibéraux. Par exemple, Manuel López Obrador décide qu'il va y avoir un train, le train Maya, qui va desservir Palenque, toutes les zones touristiques qui sont au Chiapas. En fait, c'est une façon de désenclaver le Chiapas. C'est surtout une façon d'en finir avec les communautés indigènes. Il y a plein de communautés indigènes au Chiapas qui sont dans des endroits qui sont extrêmement beaux et qui sont tout le temps en bagarre contre les projets de soi-disant écotourisme qui leur enlèvent leur territoire, par exemple. Bon, et le train Maya, c'est une gifle une gifle pour les zapatistes et pour tous les indigènes qui habitent là-bas. C'est vraiment se foutre de leur gueule de faire ce train Maya. Il va faire qu'à Palenque, d'un seul coup, il va y avoir plein d'hôtels, que toutes les communautés indigènes autour, elles vont plus avoir de ressources. Enfin bref, c'est une autre façon de faire la guerre. La guerre de basse intensité, elle est là. Bon, et donc voilà, à partir de ce moment-là, on est vraiment axé sur tous les problèmes des ressources. Il faut dire que le Chiapas, c'est un endroit très riche parce qu'en même temps, il y a des ressources d'eau, il y a 70% des ressources du continent, et il y a aussi énormément de plantes médicinales parce que c'est la conjonction de deux plaques tectoniques. Enfin bref, pour les gens qui veulent faire des affaires sur le dos sur notre dos, eh bien c'est formidable. Pour toutes les multinationales, tout ça, ils sont là-bas, ils n'en bougent pas.
Et alors, donc voilà, on arrive en 2020 où il y a le Forum en défense de la Terre et qui est consacré à un compagnon qui s'appelle Samir, qui n'est pas zapatiste, mais qui fait partie du Congrès national indigène et qui a lutté contre un projet de centrale hydroélectrique qui est assassiné. Et donc, en 2020, ils font un grand événement international qui s'appelle le Forum en défense de la Terre et qui porte le nom de Samir en hommage à cet homme assassiné pour ses convictions et pour sa lutte. Voilà. Et puis, on arrive à la fin de 2020, on est en 2021, et qu'est-ce que font les zapatistes là? Ils nous disent, bah écoutez, là, ça suffit. Maintenant, c'est nous qui venons. Nous, on vient faire la décolonisation, la colonisation à l'envers, parce que les grandes puissances sont en train de foutre ce monde en l'air. Maintenant, il n'y a plus d'issue. Alors, c'est à nous de coloniser, de vous coloniser dans l'autre sens pour sauver la Terre. Donc, je vais juste vous lire un petit peu, ce qu'ils disent. Hein. Alors, le voyage. Alors, premièrement, nous voyons et écoutons un monde malade dans sa vie sociale, fragmenté en des millions de personnes étrangères les unes aux autres, accrochées à leur survie individuelle. Deuxièmement, nous voyons et écoutons la nature blessée à mort, qui dans son agonie avertit l'humanité que le pire est encore à venir. Troisièmement, nous voyons les États puissants se cacher derrière les soi-disant États-nations et leurs murs et raviver des nationalismes fascistes, des chauvinismes ridicules et des discours assourdissants. Quatrièmement, à propos du traitement de la pandémie du Covid, la mort a ainsi été convertie en un chiffre noyé quotidiennement au milieu des scandales et des déclarations. Cinquièmement, nous écoutons toutes ces résistances qui s'acharnent à lutter pour la vie. Et sixièmement, nous avons décidé cela, qu'il est temps de nouveau que dansent les cœurs et que ni leur musique ni leurs pas ne soient ceux des lamentations et de la résignation. Que différentes délégations, zapatistes, hommes, femmes et autres de la couleur de notre terre, nous allons sortir pour parcourir le monde, que nous prendrons la route et que nous naviguerons jusqu'aux terres, aux mers et au ciel lointain, à la recherche non pas de la différence, ni de la supériorité, ni de l'affrontement, et encore moins du pardon et du regret. Nous partirons à la recherche de ce qui nous rend égaux. Et voilà, et c'est ce qui a annoncé en fait le voyage qu'ils ont décidé de faire pour venir nous voir ici en Europe. Et ensuite, d'autres camarades vous liront leur appel, etc., etc. Et je crois que ma partie est terminée et je vous remercie. Au revoir. Aurélie, Sylvain, vous reprenez? Oui, oui. Alors, merci infiniment Anne-Marie, c'était passionnant. Et maintenant, donc, on va prolonger la discussion sur 25 ans de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc, c'est Sylvain maintenant qui va nous donner plus de détails sur ce pan de l'histoire. Alors, merci. Merci beaucoup à la Semaine anticoloniale de nous donner cet espace, parce que c'était important justement de parler de l'anticolonialisme, mais effectivement, comme l'a dit Anne-Marie dans sa très complète intervention, les zapatistes viennent là, ont choisi de faire ce voyage pour renverser l'histoire. Et s'ils viennent renverser l'histoire, c'est justement parce que pour eux, 1492, ça a été le début du colonialisme et ça a été le début de la mise en place du système actuel qui va, enfin tout ça, le colonialisme a entraîné le capitalisme et donc tout le développement du monde aujourd'hui, qui avec toutes ses conséquences, que ce soit sur les migrants, que ce soit sur le climat et sur l'accaparement des terres à travers le monde. Alors, je suis membre du secrétariat international de la CNT,
mais aussi du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte depuis sa création, et du comité de solidarité avec les Indiens des Amériques. Et si je le souligne, c'est parce qu'en fait, il y a une imbrication dans la solidarité. Alors, mon intervention ne sera pas exhaustive puisque nous n'avons pas, ce n'est pas nous qui sommes garants de la solidarité avec les zapatistes, mais en tout cas, on a une longue expérience qui remonte au premier jour de l'insurrection en 1994. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi le mouvement zapatiste nous a interpellés et pourquoi nos trois structures, en essayant de parler de ces imbrications, vont entraîner justement de la solidarité directe avec ces communautés. Et on en est aujourd'hui, comme l'a dit Anne-Marie, à la préparation de leur venue. Et c'est quelque chose qui est très émouvant, en tout cas pour nous, qui les avons rencontrés dans leur territoire libéré du Chiapas, qu'ils fassent l'effort de venir renverser l'histoire et donc de détruire plus de 500 ans de colonisation pour construire un autre monde avec nous. Alors, pour revenir sur l'historique de la solidarité, comme je vous l'ai dit, le 1er janvier 1994, on a commencé à avoir des contacts avec des gens qui nous disaient que quelque chose se passait au Mexique. Et au début, on ne savait pas trop ce que c'était. Par contre, 3 jours après, il y a eu le premier rassemblement spontané devant l'ambassade du Mexique à Paris. Et il a été organisé déjà par le secrétariat international de la CNT, la Fédération anarchiste, Tribal Act, qui était une association qui travaillait sur les droits des peuples autochtones à l'époque, le CSI Anitasinan, des étudiants mexicains qui étaient à Paris et des membres du réseau de solidarité avec le peuple mapuche en lutte. Et c'est le premier acte de solidarité qui s'est fait 4 jours après l'insurrection. On a commencé à apprendre et à lire les mots des compagnons et des compagnes zapatistes, notamment les premiers communiqués, et ces mots nous ont interpellés. Je crois qu'ils ont interpellé beaucoup de monde au niveau de la solidarité en France. Ce qui a fait qu'à chaque fois qu'il y avait une offensive militaire, et déjà même en résistance basique contre la guerre, il y a eu des gestes de solidarité très forts, notamment l'occupation du consulat mexicain à Paris ou à Toulouse, et pour exiger le cessez-le-feu, même une manifestation qui avait, donc à l'époque, en janvier 1994, avait réuni plusieurs milliers de personnes dans les rues à Paris. Et voilà, et nous, on a continué à suivre le mouvement zapatiste. Il y a eu la mise en place d'un éphémère comité de soutien à l'EZLN, où une dizaine de personnes intéressées ont commencé à faire des tracts, à suivre un peu toutes ces actions de solidarité. En 1995, il faut se rappeler qu'en France, il y avait un mouvement social très très fort, et voilà, et on continuait à écouter en parallèle ce que disaient les zapatistes et notamment leur organisation que l'on trouvait se rapprochant de nos idéaux libertaires, de la construction d'un autre monde, tout ce qu'on essayait de faire, nous, à notre échelle en France avec le mouvement social en 1995. Ensuite, il y a eu une nouvelle offensive, comme l'a dit Anne-Marie tout à l'heure. Il y a eu une offensive militaire qui a puisqu'il y avait eu un cessez-le-feu, mais la nouvelle offensive militaire nous a obligés à nous structurer et en tout cas à créer un outil. Alors, on s'est inspiré effectivement de la base assembléiste des zapatistes, et on a décidé de monter le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. On ne voulait pas que ce soit un collectif d'organisation pour pas qu'il y ait justement une mainmise d'une tendance et que ça soit vraiment à la base, et que ça soit des assemblées ouvertes.
Et donc, si le CSPCL s'est monté à cette époque, c'était vraiment pour organiser une réponse à l'offensive militaire. Le CSPCL, et je reviendrai après, continue à perdurer et son assemblée ouverte continue à se dérouler rue des Vignoles, donc un mercredi tous les 15 jours. Bon, actuellement, la période de pandémie nous fait en sorte qu'on ne peut pas le faire, mais on est vraiment, en tout cas, très impliqués dans la venue des camarades zapatistes, et notamment les différentes commissions qui ont été mises en place, mais on pourra y revenir ultérieurement. On a commencé à avoir des liens directs avec les camarades zapatistes, et ce qu'il faut souligner, c'est qu'en décembre 1995, Amado Avendaño, qui était donc le gouverneur du Chiapas en rébellion, qui avait été nommé gouverneur du Chiapas en rébellion, a décidé de venir en Europe, et il est venu dans les deux pays qui s'étaient vraiment mobilisés, soit l'Espagne et la France. Et donc, il est venu nous rencontrer rue des Vignoles. Et après avoir écouté justement un peu l'histoire du lieu, comment on s'organisait, etc., il a été très touché aussi de rencontrer donc des réfugiés espagnols de la guerre d'Espagne, qui ont parlé en espagnol et qui l'ont raconté l'histoire du lieu, ce lieu de résistance. Il a écouté la CNT, il a écouté toutes les camarades et tous les camarades du CSPCL, et il a été vraiment, enfin voilà, il a vraiment compris ce qu'était ce lieu en résistance, comme on l'appelait depuis les collines du sud-est parisien, et il a décidé de déclarer donc la rue des Vignoles, le siège de la CNT, Aguascalientes. Donc c'était la méthode de regroupement à l'époque des zapatistes, des zones zapatistes. Donc, il y avait des Aguascalientes qui étaient les zones qui après se sont transformées en caracoles. Et donc officiellement, le 33 rue des Vignoles est devenu un Aguascalientes, et depuis lors, c'est là où s'est organisé de nombreuses rencontres, et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, les assemblées ouvertes du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et ce lieu, à sa demande, à la demande d'Avendaño, il est devenu un endroit très important et très stratégique, puisque les zapatistes vont lancer une initiative, donc les rencontres intergalactiques en 1996, où ils invitent les peuples du monde à les rencontrer sur leur territoire. Et le 33 rue des Vignoles devient l'ambassade du Mexique en rébellion. C'est-à-dire que pour aller participer à l'intergalactique, il fallait absolument passer par rue des Vignoles, avoir rencontré le CSPCL, et donc obtenir des accréditations pour pouvoir aller là-bas. C'est ces liens de confiance qui ont vraiment commencé à ce moment-là. Et même si aujourd'hui, en fait, on est un petit peu moins, à l'époque, ça nous a pris vraiment beaucoup de temps, puisque c'était pratiquement 100 personnes qui venaient tous les mercredis pour vouloir parler du zapatisme ou aller aux rencontres intergalactiques. Donc, cet espace a été vraiment empli de formations, d'échanges et de rencontres qui ont permis cette solidarité. Et ça continue, comme je l'ai dit, encore aujourd'hui. Le CSPCL ne voulait pas être un comité à un seul sens, c'est vraiment un comité de solidarité. Ça a été vraiment un questionnement lors du choix du nom. Et quand c'est un choix de solidarité, c'est qu'on voulait que ça soit des deux côtés. On n'était pas là pour soutenir quelque chose, mais vraiment être solidaire avec des échanges et des pratiques. Et c'est pour ça que le CSPCL a essayé de faire des liens avec les communautés zapatistes, avec celles et ceux qui luttent ici en France.
On a eu notamment des grandes rencontres, des assemblées de lutte, notamment avec des collectifs de sans-papiers, avec le foyer Nouvelle-France à Montreuil à l'époque qui était en lutte, avec le peuple mapuche, avec des espaces artistiques comme Tamerantong. Et ça a été vraiment enfin voilà, notre volonté, c'est de diffuser la parole zapatiste et le mode d'organisation, parce qu'on pense que c'est un moyen de renverser l'ordre du monde. Ils nous disent de lutter où on est, et c'est ce qu'on essaye de faire, mais tout en partageant leur mode d'organisation. Donc je reviendrai peut-être là-dessus. Mais le CSPCL a quand même sa spécificité dans la solidarité. C'est d'être en lien direct avec les communautés. On a fait plusieurs voyages conjoints avec le CSPCL, la CNT et le CSIA, notamment pour maintenir les liens avec l'école autonome d'Oventik et l'école de langue. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qu'on était reçu à chaque fois dans les Aguascalientes ou Caracol, et on développait des projets avec nos camarades là-bas. Il y a eu aussi le développement de projets avec de soutien à la clinique autonome, enfin à plusieurs cliniques autonomes, et un projet dentaire, de formation dentaire, mais tout en restant un comité de lutte. Par exemple, quand il y avait des exactions de l'armée, notamment le massacre d'Actéal en 97, c'est au 33 rue des Vignoles que des personnes se sont mobilisées pour occuper le centre culturel mexicain, justement pour leur rappeler qu'ils pouvaient faire de très belles expositions sur l'homme maïs, mais que c'était eux qui étaient en train de tuer les hommes et les femmes de maïs. Et voilà, donc ça a été un peu l'importance aussi de rester dans l'action pour faire entendre la voix des zapatistes et dénoncer les exactions du mauvais gouvernement. On avait des liens aussi privilégiés avec Promedios. Vous avez vu le film tout à l'heure, donc on était très proche de Promedios, et certains du CSPCL ont participé à l'aventure de Promedios France, qui était là pour traduire et diffuser les films zapatistes. Et ça a été aussi une grande période de solidarité. En 2005, il y a eu un moment qui a été quand même important pour nous, que ce soit le CSPCL, mais aussi le secrétariat international de la CNT. C'est donc en 2005, il y a la 6e déclaration de la forêt Lacandon, qui vraiment nous parle dans ses propos. C'est à la fois une réflexion du mouvement zapatiste sur lui-même, et c'est justement ici un appel à s'organiser hors des partis, hors des élections, et de mettre en place notre autonomie et nos bases de résistance. Et en tout cas le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte et le secrétaire international de la CNT ont décidé d'être adhérents à la Sexta, donc c'est la 6e déclaration, et ensuite il y a eu la mise en place d'un réseau européen de la Sexta, qui est toujours actif aujourd'hui, avec des rencontres et justement l'organisation au quotidien de cette solidarité. On a bien sûr on a participé, certains d'entre nous ont participé à la marche de toutes les couleurs de la terre, qui avait été lancée par les zapatistes. Voilà, on était des observateurs internationaux justement pour les accompagner. Et quand il y a eu, j'ai oublié de le dire, quand il y avait eu Atenco, le soulèvement à Atenco, que Anne-Marie vous a décrit rapidement tout à l'heure, lorsqu'il y a eu le G7 à Annemasse, en fait on
on a participé au G7, au contre G7, avec au sein du VAG, les villages anti-guerre autogérés, qui a été une expérience très importante et très voilà. Et on a pu encore une fois parler du zapatisme et plus largement du mouvement indigène dans les Amériques. Un autre projet qui est vraiment prégnant et qui est très important, c'est l'échange solidaire, c'est la mise en place de l'échange solidaire, c'est-à-dire d'apporter le café. Dans un premier temps, c'était des coopératives zapatistes. Après, celles-ci ont eu des problèmes avec le gouvernement mexicain, mais on a continué à mettre en place l'importation du café. Ça fait plus de 15 ans que Échange Solidaire importe le café zapatiste sur la base de souscription et renvoie l'argent entièrement que ça soit pour payer effectivement le café avec des prix qui sont vus avec les représentants des producteurs zapatistes, mais aussi tous les bénéfices sont renvoyés dans des projets de solidarité dans les caracoles. Et le point important d'Échange Solidaire a été le fait que ça développait un réseau de souscripteurs du café, et à la fois avec le café, on peut envoyer des informations sur l'actualité du mouvement zapatiste, et ça nous a permis de toucher vraiment au niveau très large des gens qui avaient peut-être entendu parler du zapatisme mais dans les années 90, mais qui n'avaient plus trop d'informations, notamment puisqu'il y avait eu le silence des zapatistes, comme Anne-Marie l'a dit précédemment. Et donc le café reste un lien avec voilà, toutes les personnes qui sont intéressées par ce mouvement. Le CSPCL, la CNT et le CSIA sont présents également à chaque fois qu'il y a des campagnes qui sont lancées, que ce soit la campagne Défense des terres et territoires. Et ça a été un point important, puisque la mairie de Paris avait essayé d'expulser donc les habitants et ceux qui utilisent le 33 rue des Vignoles, et donc on a inscrit la défense de ce lieu, de notre terre et territoire de lutte, même si c'est urbain. On a inscrit donc la défense de ce lieu dans cette campagne zapatiste, et bien d'autres choses, puisque Juan Chavez, qui était représentant du CNI, est venu et a fait une tournée qui a débuté à Paris, mais qui après a été en Bretagne. Enfin, il était voir à la fois des luttes urbaines, mais aussi des luttes paysannes. Et dans le cadre de cette campagne, et bien sûr, on participe aux différentes campagnes de solidarité quand il y a des événements au Mexique, notamment après le massacre des étudiants d'Ayotzinapa. On a des liens très forts avec le collectif Paris Ayotzinapa. On participe à toutes les campagnes avec les prisonniers et prisonnières indigènes, prisonniers et prisonnières de la Sexta, et plus largement celle du CNI. On participe aux campagnes du Congrès national indigène, et voilà, on se mobilise dès qu'on le peut. Alors, dans les points qui sont importants aussi, c'est que en fait, on était dans l'optique de faire un festival justement pour parler de ces 25 ans de solidarité avec les zapatistes, mais la pandémie nous a obligés de l'interrompre pratiquement à son début. Mais justement, le voyage des zapatistes nous ouvre vers de nouvelles aventures, et donc on aura besoin de vous et de cette mobilisation. Et pour finir, en fait, on a un point qui est important. On a parlé de Samir Flores et du Congrès national indigène. Chaque année, autour du 12 octobre, il y a la journée internationale de solidarité avec les peuples autochtones des Amériques, pardon. Et chaque année, le CSPCL rejoint le CSIA pour
donner l'information sur les luttes au Chiapas et celles du Congrès national indigène. Et cela fait depuis 2017 que nous, conjointement, nous invitions le Congrès national indigène à venir participer au 12 octobre pour qu'ils puissent rencontrer aussi des représentantes et représentants autochtones d'Amérique du Nord, du Chili, avec les Mapuche, avec de Guyane dite française, du Brésil, etc. Et on espère que cette année, autour du 12 octobre, on pourra avoir une délégation à la fois du CNI et pourquoi pas des femmes zapatistes. Donc on vous enjoint à rejoindre cette solidarité, ou en tout cas si vous ne la connaissez pas très bien, j'espère qu'on vous a donné l'envie de la connaître et de s'informer, c'est déjà commencé à résister. Et on aura besoin de vous pour rencontrer celles et ceux qui luttent en bas et à gauche au Mexique, les zapatistes, et pour qu'on crée des ponts. C'est ce qu'on essaye de faire avec le CPCL, la CNT et le CSIA depuis de nombreuses années. Merci beaucoup.